Willkommen, bienvenue, welcome. I'm the Associate Executive Director of Canada FBM 2020 that curated the literary programming for this stage and worked on the design of this amazing pavilion. The conversation today will be conducted in French, so if you need a headset, please, they're on your left. Et nous avons aussi l'honneur, je viens de remarquer, d'avoir Madame la sous-ministre adjointe, Madame Joëlle Montminy, qui est avec nous pour cette conversation. Et nous avons aussi l'immense honneur d'avoir avec nous Dany Laferrière, auteur et membre de l'Académie française. Les Français se le sont appropriés. Les Québécois disent que c'est un de nous autres, mais selon moi, il est montréalais. Il sera en conversation avec Béate Ethile, qui, depuis 1983, est traductrice littéraire de l'anglais et du français avec une spécialisation dans la littérature francophone des Caraïbes et de l'Afrique, des œuvres d'Édouard Glissant, Assia Djedbar, G.M.G. Leclésio, entre autres. Depuis 2013, elle traduit aussi les œuvres de Dany Laferrière. Suivant cette rencontre, following this discussion, there will be a book signing in the foyer. Il y aura une signature dans le foyer. Donc, sans plus tarder, je les invite sur scène et je vous souhaite une bonne séance. Merci. Je prends la parole la première. Je suis très heureuse d'être sur cette scène, dans ce merveilleux pavillon, en compagnie avec Dany Laferrière. Je vous montre le livre qui vient de paraître en Allemagne et je dirai quelques mots en allemand sur le livre, mais surtout sur l'écrivain. Dany Laferrière wird erst, wie Sie gerade gehört haben, seit 2013 ins Deutsche übersetzt, obwohl er schon sehr viel länger arbeitet und Romane schreibt und schon ungefähr 25 Bücher veröffentlicht hatte, bevor ich dazu kam, ihn auf Deutsch zu übersetzen. Wir haben das aber geschafft, zusammen im Wunderhorn Verlag, seit 2013 jetzt 6 Bücher von ihm zu veröffentlichen. Das 6. ist Granate oder Granatapfel, was hat der Schwarze in der Hand? Über dieses Buch werde ich heute mit dem Autor reden. Eigentlich wollte ich Ihnen erzählen, was es bedeutet, Dany Laferrière zu übersetzen, aber jetzt stelle ich ihm erstmal selbst eine Frage und ich spreche ab jetzt auf Französisch, um direkter mit ihm sprechen zu können und Sie haben ja die deutsche Übersetzung dann auf Ihrem Gerät, auf Ihrem Kopfhörer. Bonjour, Monsieur Laferrière, Dany. Je suis très contente de vous avoir à mes côtés sur cette merveilleuse scène du Canada. Ça a pris du temps de préparer l'arrivée du Canada sur la foire de Francfort et je suis vraiment contente de pouvoir être ici. Au fond, je remercie le Canada, toute l'équipe du Québec qui a préparé tout ça, mais aussi l'édition Verlag das Wunderhorn qui a aussi naturellement pris le risque d'éditer Dany Laferrière avec ce nouveau livre, entre autres, avec 5 autres livres. C'est le 6e maintenant. Je voulais d'abord dire au public ce que ça veut dire de traduire Dany Laferrière, mais je vais d'abord lui demander, Monsieur Laferrière, qu'est-ce que ça vous fait d'être traduit? Par exemple, en allemand. Ça fait que je parle dans une langue que je ne connais pas. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler de moi, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que vous dites. Et je trouve que c'est une des promesses de la littérature, comme de l'amour. Quand on est aimé, on aimerait être aimé même quand on n'est pas là.
Et le livre, c'est précisément cela, cette preuve de l'amour qui peut aller dans d'autres langues qu'on ne connaît pas, rencontrer des gens qu'on ne verra jamais. Et c'est extraordinaire, ce prolongement de soi. Est-ce que tout le monde comprend le français ou... Non, Ah, il y a, ouais. Ah là là, il je y a disais, la traduction dans la cabine. voilà. Ouais. Ouais, je vais peut-être vous donner une impression de ce que ça veut dire de traduire Daniela Feria dans ce livre-là. Parce qu'il y avait un seul... c'est dans le chapitre Los Angeles, un parti à Beverly Hills, parce que ce livre, c'est sur l'Amérique. Dans ce chapitre, il y a un prince africain qui est pour un temps l'amant de Madonna. Mais il se révèle d'être un imposteur parce qu'il est né à Port-au-Prince. Et alors l'auteur ajoute, il n'y a qu'un prince pour naître à Port-au-Prince. Alors c'est une des phrases où j'ai demandé une explication à l'écrivain avec la question détaillée qui suit. Je dois trouver l'intention signifiante de cette phrase. Alors, est-ce que la phrase se réfère simplement au nom de la ville, c'est le port d'un prince? S'agit-il d'un seul prince? Ou tous ceux qui naissent à Port-au-Prince seraient-ils des princes? Si l'on rencontre quelqu'un de Port-au-Prince, ça doit être un prince, forcément, ou si l'on voit un prince, il est sûrement né à Port-au-Prince. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur? Ah, la réponse, c'était un mauvais jeu de mots. Et je ne sais pas pourquoi il a suscité un tel... Mais c'est ça qui est intéressant. Et elle a pris au sérieux cette chose. Et comme elle peut ne pas prendre au sérieux d'autres choses que j'ai mis très sérieusement et très gravement, et je crois que la rencontre entre un traducteur, une traductrice et l'auteur, et c'est précisément cela. On devient très grave sur des choses qu'on croyait avoir dit avec légèreté et très léger sur des choses qu'on croyait avoir dit gravement. Et il y a quand même une part où la traductrice ou le traducteur aussi regarde la réalité avec ses propres émotions. Et je crois que c'est l'idéal, sinon on prendrait un robot pour faire les traductions et ce n'est jamais bien. Donc j'ai répondu que faites comme vous voulez finalement. D'ailleurs, je ne comprends même pas alors. Mais quand on connaît l'auteur, on sait que lui-même, qui est né à Port-au-Prince, se prend pour un prince. Non, dans la littérature. Dans la littérature. Ah, je ne me prends pas pour un prince, c'est ma mère qui m'avait dit que j'étais un prince. Et comme quand ma mère me fait des compliments, je la crois. Et c'est pas les autres fois. Quand elle fait des interdictions, je ne l'écoute pas. Et c'est ça, je crois que l'amour familial est un buffet chinois. On prend ce qu'on a envie de prendre, on fait son plat et puis on va manger dans un coin. Monsieur comment vous voyez ce livre qui est paru aux États-Unis, je crois, en 2002. On l'a sorti maintenant parce que c'est d'une grande actualité. Comment ça se fait qu'il est... Comment vous le voyez dans l'ensemble de votre œuvre? Ce livre était une sortie de moi-même et aussi une sorte de témoignage pour dire que j'ai le droit de regarder l'Amérique, et l'Amérique du Nord, je veux dire, qui m'a tant regardé et qui a, disons, espionné tous mes faits et gestes depuis longtemps avec toutes ces agences comme le FBI, la CIA, la curiosité du touriste américain et toutes sortes de choses. J'ai le droit de regarder celui qui me regarde. Et aussi de le regarder non pas avec les stéréotypes que l'on accorde à un Antillais, à un Noir pour qu'il regarde l'Amérique, c'est-à-dire de ne voir que des Noirs et de ne voir que le racisme. Je regarde autant Madonna que James Baldwin, que Norman Mailer, que
que des peintres américains comme de Koonin et Hopper, et je regarde les quartiers pauvres comme les quartiers riches, les universités. C'est-à-dire que je voulais faire un livre sur l'Amérique que les Noirs américains n'ont pas pu faire parce qu'ils sont pris dans cette situation dramatique, c'est-à-dire la ségrégation d'une certaine manière qui habite leur mémoire. Ce qui fait qu'il y a entre le noir et le blanc américain souvent un chemin de fer, un rail de train qui passe dans les villes et les coupe en deux. D'un côté, il y a les riches avec des arbres, de l'autre côté, il y a les pauvres avec des pylônes électriques. Donc je me suis dit, me sentant libre, ayant derrière moi un pays qui s'est libéré lui-même par une guerre coloniale contre l'armée de Napoléon, j'ai le droit de regarder cette Amérique, de regarder les riches droit dans les yeux et de ne pas croire qu'un riche blanc américain est forcément un raciste et de ne pas croire non plus que tout noir est forcément un révolutionnaire. Il y a des noirs qui veulent devenir des directeurs de banque aussi. Donc, de ne pas rentrer dans cette ghettoisation de la pensée qu'on m'offre généralement. Et dès qu'on voit un livre, je me souviens, le Los Angeles Times avait dit que c'est étonnant, on n'aurait jamais pensé qu'un noir puisse écrire un livre comme ça, qui regarde des blancs riches puissants avec bienveillance comme avec colère, ça dépend. Et moi, j'ai ajouté, on n'aurait jamais cru qu'un blanc américain puisse écrire ça aussi, qui regarde des noirs avec sévérité comme avec bienveillance. L'Amérique, c'est son problème. Il a coupé le monde américain en deux. Il n'arrive pas à recoller les morceaux et parce qu'il a enlevé ce côté prince qu'on trouve dans Port-au-Prince. C'est-à-dire un regard princier, c'est un regard qui surplombe. Oui, et c'est un peu ce que vous faites dans ce livre-là. C'est le regard d'un prince, peut-être qu'on peut dire ça, mais c'est aussi un road trip dans la tradition de Jack Kerouac, des grandes villes des États-Unis. Le roman est composé de petits chapitres, pour la plupart, avec des situations très précises. Et ce sont des petites scènes poignantes, politiques, sarcastiques, et c'est-à-dire significatives, amusantes d'une façon très intelligente et puisque révélatrice. C'est ça l'astuce de ce livre. Ça vient un peu comme de rien du tout, et c'est quand même très profond parce que c'est ça la littérature, n'est-ce pas? Oui, je crois que ce qu'on rencontre dans la vie généralement, et c'est un tas de petits détails, c'est les petites choses de la vie quotidienne, c'est les choses qu'on n'arrive pas à contourner. Et je discutais avec quelqu'un dernièrement à propos, par exemple, du Covid, dont on se dit tous que c'est pas possible, on n'oubliera jamais ça, cet événement qui encore secoue le monde. Et j'ai dit, mais pas du tout, on va oublier ça, il suffit que ça passe, et pour qu'on oublie, même pas un an. Alors, on m'a dit, mais non, c'est pas possible. J'ai dit, tremblement de terre allait en Haïti, un an après, on avait oublié, 300 000 morts. Et ne vous inquiétez pas, la mémoire humaine évacue les grands événements avec une aisance et garde les petits événements qu'on ne peut pas éviter. On n'oubliera pas, si on est un grand fumeur, de prendre la cigarette le matin, mais on oubliera un tremblement de terre. Et nous sommes ainsi. Nous avons une capacité énorme d'oublier les choses, un peu comme je vis depuis plus de 40 ans à Montréal. C'est un pays où l'hiver est très rude. On a des mois de février à moins 35 degrés et moins 40, mais dès que le soleil de l'été arrive, on a oublié. Personne ne parlera de cette histoire d'hiver ici. Personne. Oui, c'est vrai. Même pour s'en moquer. Et ça revient chaque année. Chaque année, on se rappelle, dès que la glace arrive, dès qu'il commence à faire légèrement froid, tous les jeunes gens cherchent une amoureuse, ou toutes les amoureuses cherchent un amoureux, parce que si l'hiver vous surprend sans personne, vous allez traverser ça tout seul. Hein. Ça va être pire que le Covid. Mais si
ça revient. On redevient blanc, c'est-à-dire on s'intéresse à la musique classique, on va soit à la place des arts, on écoute et puis dès que le show arrive, on redevient noir, on va écouter du jazz à Montréal, et puis on sort tous les noirs, je ne sais pas où on les cache. Et avant, ils sont tous dans la rue, et puis tout le monde marche cool, et puis personne n'arrive à l'heure, à un rendez-vous. Mais à moins 35, il n'y a personne qui arrive en retard. Donc ça veut dire que c'est un pays, c'est une ville schizophrénique, et donc magnifique. Et deux dans un, on a 2 langues presque dans la ville, donc si on a 2 personnalités, et moi j'adore les schizophrènes. Ouais, mais c'est aussi l'avantage de la littérature, d'aller en profondeur aussi d'un pays comme les États-Unis, par exemple. C'est pour ça peut-être que le livre est toujours actuel, parce que c'est la littérature qui peut faire ça. C'est l'actualité qui essaie d'imiter la littérature. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui lisent, et l'influence d'un livre sur la sensibilité des gens est énorme. Hein. Nous ne savons pas pourquoi nous avons tous pleuré pour la mort de Lady Diana. Eh bien, c'est la faute de Cendrillon. Et des livres de contes, des fables, et que nous croyons avoir laissés en chemin. Nous sommes devenus adultes, mais en fait, nous sommes habités par ces fables. Et on comprend que nous soyons habités par ces fables. Ma fille cadette a écouté Cendrillon 300 fois. Et quand elle a dit à sa nourrice qu'elle va l'écouter 300 fois, elle m'a dit, la nourrice, que c'est pas possible, et puis sinon je serais morte aussi d'ailleurs. Eh bien non, elle l'a fait. Et c'est ainsi que j'ai appris que les 2 sœurs s'appellent Javotte et Anastasie. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que les sœurs, les demi-sœurs de Cendrillon s'appellent Javotte et Anastasie. Et je lui ai demandé, mais pourquoi vous aimez Javotte et Anastasie, qui sont méchantes et qui empêchent Cendrillon de rencontrer le prince? Elle m'a dit, parce qu'elles sont bien habillées. Donc ça veut dire que nous aimons des choses futiles, mais nous sommes habités par des choses extrêmement graves. Nous pouvons être plusieurs à la fois. Nous avons une balance comme ça sans cesse, où nous devenons étonnamment stupides avec raison. Et ce matin, je te disais cela, parce qu'elle n'arrête pas de penser. J'ai dit, arrête de penser. Parce que si on n'arrête pas de penser, on va exploser. Elle m'a dit, la seule façon d'arrêter de penser, c'est d'appeler mon ami et de faire du commérage. J'ai dit, appelle-la. C'est-à-dire qu'il faut que nous passons au commérage, au radotage, sinon notre balance, nous ne pouvons pas être graves et dramatiques sans cesse comme ça. Nous ne sommes pas faits pour cela. Nous sommes faits pour des sentiments contradictoires, pour des fantaisies et des gravités. Et c'est pour ça, quand nous croyons être graves, souvent nous sommes tout à fait légers. Et quand nous croyons le contraire aussi, et ça change. Non seulement nous sommes habités par ces fantaisies, mais nous ne pouvons même pas savoir quand elles ont pris notre sentiment en charge. Nous sommes complexes. Très souvent, on dit que la littérature de Dany Laferrière, c'est l'écriture, elle fait rire. Mais je pense que c'est pas vraiment trop ce que vous écrivez, hein? Une fois, ma femme m'a dit, tu sais, tu fais des blagues comme ça en public et les gens peuvent se fâcher. Mais c'est ce que je veux. mais comment voulez-vous? On n'arrive pas. Si on fait de l'ironie, il faut s'attendre à ce que les gens se fâchent. Et s'ils se fâchent, il faut s'attendre à ce que vous frappent, vous détestent. Et je crois qu'il faut quand même un minimum de risque dans cette vie. Et je crois que c'est ce que nous avons perdu. Nous avons perdu tout sens de risque. Nous voulons faire des blagues qui ne fâchent personne. Et nous sommes devenus des robots. Bien sûr que quand on fait de l'ironie, c'est une façon courtoise d'aborder les choses dramatiques. Sinon, ce serait terrible. Si on mettait un peu de gravité sur de la gravité. Il faut mettre un petit peu d'ironie, de sarcasme. Il faut faire rire. Et je crois que le rire n'est pas forcément quelque chose qui vient non seulement d'une plaisanterie. D'ailleurs, nous détestons les gens qui ne font que des blagues. Sinon, les livres de blagues seraient des best-sellers. Hein. Et nous détestons ça. Et nous sommes capables aussi, par une sorte d'acuité de la mécanique critique qui nous habite, par rire à une pièce de théâtre sans arrêt, tout en la trouvant mauvaise.
Donc nous sommes capables, c'est pas parce que je ris que c'est drôle. Et nous sommes capables de faire cela. Et l'écrivain, précisément, il doit un peu jouer comme sur un instrument de musique, sur tous ces registres-là. Et nous sommes capables d'oublier ce que nous avons ri. Il y a des choses qui nous ont fait rire il y a des années et qui ne nous font plus rire. Et nous trouvons bête même d'avoir ri à ces choses-là. Donc le rire, lui, il est daté aussi. Il est daté comme n'importe quel mauvais produit. Et donc, l'écrivain, lui, il doit essayer un alliage tellement spécial qui est capable de garder frais le rire à travers les décennies. Nous ne savons pas comment il fait, je ne vais pas vous le dire, d'ailleurs, vous n'avez même pas payé pour être là. Ouais. Garder frais garder fraîche aussi la langue, c'est ça l'essentiel de la littérature. Et je pense que c'est aussi une caractéristique de la littérature québécoise, de garder fraîche la langue. Je ne sais pas si ça existe, la littérature québécoise, comme la littérature française ou la littérature allemande. Je crois que toute cette dénomination nationale, c'est un grave... bon, enfin, c'est même pas dangereux, c'est juste stupide. C'est précisément la chose qui nous universalise. Ça ne veut pas dire qu'on doit écrire sur un ton universel, d'ailleurs, c'est toujours bête. On rate ça quand on veut être compris de tout le monde. Mais je veux dire que l'âme humaine est capable de traduire automatiquement ce qu'il lit en émotions personnelles. Donc ne nous inquiétons pas. Il n'y a pas de littérature nationale parce que la littérature n'est pas faite uniquement avec les paysages et les visages qui entourent l'écrivain. La vraie source de la littérature, c'est la bibliothèque. Et à la bibliothèque, eh bien, on trouve plein d'écrivains différents venant de plein de pays. Et l'écrivain passe son temps à effacer les traces de ce qu'il a emprunté à ces écrivains-là. Et tout cela n'est pas mauvais ni méchant. Tout cela, c'est le vrai chant du monde qui, à travers les siècles et les millénaires, les hommes, les humains, les femmes, tentent de nous dire, de nous murmurer à l'oreille des choses et des émotions et qu'elles inconnues, en espérant que ces émotions perdurent dans la société. Et la seule façon pour que ces émotions perdurent dans la société, c'est qu'il y a des relais, qui sont ces écrivains, qui au fur et à mesure, au fil du temps, répètent les mêmes récits. Vous ne pouvez pas imaginer une seconde le nombre, combien de fois on a écrit des histoires d'amour. On aurait dû faire ça une fois. Comme ma fille d'ailleurs, une fois, je lui ai dit, va embrasser ta grand-mère. Elle m'a dit, mais j'ai déjà fait. J'ai dit, quand? Il y a 3 jours. J'ai dit, non, il m'a dit, chaque jour. J'ai dit, non, chaque fois que tu la vois. Bon, heureusement, on ne fait pas ça avec les livres. Donc, c'est ce sentiment que les mêmes personnes ne sont pas obligées de dire les mêmes récits aux mêmes personnes. Nous pouvons le faire à travers les siècles et à travers les peuples, à travers les émotions, à travers les âges. Et tout cela, nous nous donnons la main par nos récits, nous les écrivains, à travers la bibliothèque, et pour essayer de murmurer aux gens la même chose. S'il vous plaît, soyez gentils avec vous et avec les autres. Donc c'est cela, ce petit récit. Donc il n'y a pas de nationalité. Et au contraire même, d'autant plus. Il faut être pervers, par exemple, quand on est adolescent, pour chercher à savoir quelle est la nationalité de l'écrivain qu'on est en train de lire. Il faut être pervers comme un enfant pour chercher à savoir qui a écrit Cendrillon. Il n'y a aucun enfant normal qui cherche à savoir qui a écrit Cendrillon. D'ailleurs, une fois, une dame m'a présenté, j'ai écrit des livres pour les enfants, et elle a dit, vous savez, Vieux-Zo que vous aimez beaucoup, c'est lui. Ah non, pas du tout. Cet homme qui n'a plus toutes ses dents. Non, Vieux-Zo, c'est un enfant adorable. C'est pas moi. J'ai été Vieux-Zo, mais c'était il y a si longtemps. Donc, moi, je suis un type qui fait ce qu'il peut. Donc, Vieux-Zo est un petit prince. Donc, nous pouvons écrire quelque chose sur un moi idéal et que nous espérons qui traverse le temps. Et si jamais des choses que nous avons dit, des sentiments, des émotions deviennent datées, nous espérons que d'autres écrivains, à notre suite, reprendront les mêmes portraits et mettront des sentiments plus contemporains pour permettre que ce sentiment-là, et non les écrivains, puisse traverser les siècles. C'est pas les écrivains, c'est des sentiments, c'est même pas des récits, c'est des émotions et des sentiments que nous ne pouvons accepter qu'elles soient ces émotions perdues à travers les siècles. Nous avons, pour faire passer cela, 2 choses tout à fait arides,
un dictionnaire et une grammaire. Un des écrivains que j'aime a dit que ce sentiment-là, c'est que la littérature, c'est la grammaire tamisée par le chagrin. C'est-à-dire que c'est des éléments tout à fait arides, tout à fait matériels, tout à fait... Quand on voit la définition d'un mot, c'est très strict, très précis. Nous avons à utiliser tout cela et à espérer que cela devienne un chant quand le lecteur ou la lectrice est en train de lire cela. C'est un gros travail et c'est surtout une grande confiance. La littérature fait une confiance énorme au lecteur, à la lectrice. On est sûr que ça passera le temps parce que nous savons bien que si vous vous voyez dans le livre que vous êtes en train de lire, si vous me voyez dans 50 ans dans le livre que vous êtes en train d'écrire, c'est que le fil tendu de l'espèce humaine reste encore très existe. Donc c'est une façon de dire que le passé existe et que vous-même en train de lire, vous ne passerez pas. C'est Walt Whitman qui l'a dit dans un poème. Il a dit aujourd'hui, moi, Walt Whitman, je suis compact, concret, présent, physique et j'écris ce poème. Dans quelques décennies, je ne serai plus là et vous serez compact, concret, présent à me lire. Parce que moi, c'est vous et quand vous touchez ce livre, vous touchez un homme, vous touchez Walt Whitman. Ouais, il faut dire que c'est un arrière-fond, comme très souvent Denis Laferrière a un arrière-fond poétique. Et dans ce livre-là, c'est justement le grand chant Leaves of Grass de Walt Whitman qui est cité dans le livre. Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez une explication pourquoi vous prenez toujours des poésies pour arrière-fond de vos livres, à part que vous adorez la poésie? Mais je crois que la poésie est une des choses les plus mystérieuses. Sa présence dans le monde, d'abord, c'est un mystère en ce moment, parce que les poètes, personne ne les lit, on ne les voit pas dans les journaux, dans les grands journaux populaires, on ne les commente pas. Quand ils publient des livres, ils se réunissent dans des bars et se font des dédicaces entre eux, et ils lisent leurs propres livres, et malgré tout c'est là. Dans ce monde complètement matériel où les gens croient qu'ils ne sont pas écrivains s'ils ne vendent pas 3000 exemplaires, les poètes sont heureux quand ils vendent 200 exemplaires, ils sont des adultes, ils comprennent très bien, ils voudraient bien être lus par tout le monde, et pourtant ils continuent à faire cela. Je crois que ça ne dépend pas d'eux, c'est un champ humain qui continue et qui passe par la poésie, parce que la poésie, comme tu as parlé de poésie étendue, la poésie est capable d'aller dans un chemin, d'aller le plus loin possible. Et là où la prose s'arrête, la poésie continue. Et si la prose veut continuer, elle n'a qu'à se tourner en poésie, et d'une certaine manière. Et donc, c'est essentiel à l'espèce, au point que j'avais rêvé qu'un grand quotidien publie un poème bref, au moins chaque jour, et en première page du journal. Et je crois que les gens qui iront travailler pourront lire ce petit poème et pourront toujours continuer à... Parce qu'un poème, quand il est bon, et il ne peut être que bon, sinon il ne vaut rien. Un roman peut être moyen, on le lit. Mais un poème moyen, ça n'existe pas. S'il est moyen, on le déchire et puis on veut aller casser la gueule au poète. Oui, parce que c'est une atteinte à la beauté. Mais un poème, quand il est bon, il déclenche quelque chose dans notre cœur et qui fait que cet organe continue à vibrer et sans notre action personnelle, sans notre aide. Et c'est le poème qui le fait. Il y a une chaleur et une hausse de température. On a l'impression d'être parfumé. Le parfum de la poésie. Donc pour moi, j'exploite littéralement la poésie parce que je sais que quand je mets un poète ou des poèmes à travers mes livres, il va rester plus longtemps. C'est un peu cela parce que la poésie va garder l'alliage. C'est un alliage particulier, l'alliage qui fait durer un livre. C'est un alliage particulier et qui fait
un métal particulier qui produit une énergie particulière qui permet à mon sentiment d'aller le plus loin possible. Et la poésie, et je crois, possède cet alliage. Et pour la prose, il faut reconfectionner l'alliage. Alors que la poésie a cet alliage et tout court. Bon, je triche. Parce que je sais, par exemple, si je veux rester dans la bibliothèque d'un lecteur, je n'ai qu'à lui faire une belle dédicace, avec un beau dessin. Parce que c'est le poème du lecteur. Vous mettez son nom, vous prenez votre temps, vous écrivez. Votre livre peut être moyen, mais le lecteur va dire « je garde ce livre ». Parce que la personne a fait une belle page de dédicace. Donc c'est exactement cela. La poésie est une dédicace qui est à l'intérieur du livre et qui permet, quand on n'aime pas ma prose, on aimera toujours ce poète qui traverse le livre. Comme dans le cas de ce livre, Walt Whitman, l'auteur de Feuilles d'herbe. Leaves of Grass. En allemand, il y a plusieurs traductions pour Leaves of Grass. C'est Grasblätter und Grashalme. Et je pense que c'est vraiment un poète que j'ai justement connu avec le livre en traduisant cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit. J'ai rencontré dans mon travail de traductrice, j'ai rencontré Walt Whitman pour la première fois. Et ça m'a presque bouleversée parce que c'est vraiment un poète qui est à découvrir aussi en Allemagne. Je pense qu'il n'est pas si connu qu'il pourrait l'être. Mais je crois que c'est une bonne chose de faire connaître un écrivain. Ma mère disait toujours ça. Si tu ne peux pas écrire un bon livre, au moins fais connaître un bon livre. Et donc, pour moi, c'est très important. Ça fait ma journée de savoir que Walt Whitman a touché une des meilleures traductrices allemandes et que la voix de Whitman va continuer. Elle devrait tellement être connue en Allemagne. Et quand on le connaît, on voit bien que les Allemands vont aimer Whitman. Et ça, c'est extraordinaire si on fait connaître un poète. Ouais. Daniela Ferrière vient de sortir un livre en France, aussi avec un poète qui s'appelle, le titre du livre c'est Sur la route avec Bachot. Peut-être que vous pouvez parler un peu sur ce livre-là. Oui, j'ai toujours venir en Allemagne aussi. Comme j'ai des problèmes de mémoire, j'ai un peu ramassé mes sentiments, mes amours, et j'ai cherché quels sont les écrivains que j'aime, dont le nom commence par la lettre B. J'ai dit au moins je vais m'en souvenir de 5. C'est Baldwin, Bukowski, Borges, Bachot et Bulgakov. Donc je peux trouver C aussi, mais je ne vais pas jusque-là. Et donc pour moi, Bachot est un poète admirable. Et pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose qui m'a très impressionné et qui m'a rapproché de Bukowski aussi. Et d'une certaine manière de Borges. C'est-à-dire, il se présente pour quelque chose qu'il n'est pas. Par exemple, Sur la route avec Bachot, ou plutôt dans le voyage de Bachot vers les districts du Nord, il a fait un voyage à pied. Il est un poète, il n'est que poète. Il écrit des haïkus, il n'est que poète. Mais pourtant, les 3/4 du texte, c'est des proses. Et il raconte son voyage. Et de temps en temps, il épingle un poème comme ça, soit qu'il laisse sur un temple, soit qu'il... Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est? Donc, c'est comme si la prose était la plateforme et le poème la fusée. Et je me suis dit, moi qui n'aime pas beaucoup les livres où il y a uniquement que des poèmes, comme je n'aime pas le sucre pur, et je me suis dit, c'est intéressant cette technique. Parce que je lis sa prose et sa prose n'est pas ce qui est important. Il le dit. Et pourtant, sa prose est magnifique. Et il dit, c'est ses poètes, ses poèmes. Et de temps en temps, il y a un petit éclat. Et c'est un poème de un poème, un sorte de haïku qui apparaît. Donc c'est extraordinaire. J'aime beaucoup et cette technique que j'ai utilisée aussi dans un livre qui s'appelle L'énigme du retour. C'est ce mélange de textes et d'autres. Ce que Bukowski a fait dans son
dans son livre Roumaine, il écrit qu'il est poète et qu'il ne fait qu'écrire de la poésie, mais on ne voit jamais les poèmes, et il est invité dans les universités à lire de la poésie, on n'entend jamais les poèmes, et on sent qu'il est poète, et on sent que la prose qu'il est en train d'écrire pour raconter tout ça n'est pas la meilleure chose qu'il fait, et parce que la meilleure chose, c'est ses poèmes. Je trouve ça extraordinaire de mettre une situation comme ça où le lecteur se dit « j'aimerais tellement lire ces poèmes ». Et en même temps, il lit la construction d'un poète. Il lit tout ce qui traverse un poète. Donc j'aime beaucoup quand on fait un peu, j'allais dire, des poupées russes. Quand un écrivain se présente pour une chose et qu'on doit découvrir l'autre chose qu'il tente de cacher. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup aussi certains écrivains japonais. Vous savez, les Japonais, enfin, une certaine époque, ils avaient 3 journaux. Un journal secret que sa femme va lire, parce qu'il le cache très bien, sachant qu'elle trouvera. Un journal qui est banal et qu'il laisse sur la table et qu'elle ne va pas chercher à lire parce que c'est rien du tout, et qui est le vrai journal secret. Et un autre journal qui transporte avec lui en ayant l'idée qu'un jour il va oublier et elle va tomber dessus. Enfin, je trouve que précisément les bons livres sont construits de cette manière. Il y a toujours une sorte d'appétit. On se dit, il y a quelque chose que l'auteur effleure, mais ne va pas jusqu'au bout, et c'est là que je voudrais qu'il aille. Oui, mais quand vous avez ce sentiment, c'est comme le sentiment que vous êtes sur une route et que vous voyez un petit chemin boisé, et que vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est ce chemin boisé que je voudrais que mes parents prennent, parce que c'est là que je voudrais aller, peut-être même à pied au lieu d'en voiture. Mais ce sentiment reste plus fort encore. Ce sentiment ne s'en va pas parce que vous ne pouvez pas prendre le chemin boisé. Ce sentiment vous permettra de le prendre dans vos rêveries. Et ce sentiment donne une plus grande puissance et que si vous l'avez pris. Vous savez, il y a ce poète Sandrard, Blaise Sandrard, qui a écrit La petite Jeanne de France et le Transsibérien. Et quand on lui a dit, parce que Sandrard, paraît-il, raconte des mensonges, on accuse un poète de dire des mensonges. Dans quel monde on se trouve? Ce n'est que cela, ça ne doit être que cela. Quelle merveille les mensonges. Et aucun enfant s'est jamais demandé si Cendrillon c'est vrai ou c'est pas vrai. Ça veut dire qu'on est devenu vraiment dévoyé. Eh bien, Blaise Sandrard a raconté, et ils ont fait des études, ils ont vu que Sandrard n'a jamais pris le Transsibérien. Mais je vous l'ai fait prendre, répondit-il. C'est encore mieux que de l'avoir pris. Parce que l'avoir pris, on a un sentiment qui est lié à quelque chose de concret et qu'on essaie de voir, on est un peu déçu ou pas déçu, et donc tout se ramène à nous. Ne pas l'avoir pris et en parler, ça veut dire on croit qu'il y a un lien avec nos rêves. C'est quelque chose d'autre. On ne ramène pas, tout ne se ramène pas à nous, parce que pourquoi parler de quelque chose qu'on n'a pas fait, si ce n'est pour convaincre quelqu'un? Donc, il y a un partage qui est précisément dans le fait de ce manque, de cette absence. Et c'est pour ça que quand on lit précisément, on est toujours au bord d'une révélation. On tourne la page précisément, c'est pour ça que je déteste les gens qui disent c'est un pestonneux. Mais on tourne la page avec hésitation. On est entre, est-ce qu'il va me dire ce qui doit être dit et de quelle manière, ou bien encore, est-ce que je vais continuer à attendre cette révélation? Et cette révélation ne se trouve pas dans un récit. Ce n'est pas une révélation des histoires, des commérages qui va raconter. On ne sait pas ce que c'est. On sent qu'il y a quelque chose qui flotte dans le livre, une ambiance qui est créée, et on ne sait pas vers quoi cette ambiance va aller. Et c'est ça, tous les sentiments manqués, tous les petits chemins boisés qu'on n'a pas pris. C'est l'ensemble de tout cela qui j'allais dire coagulé, mais qui se cristallise en nous et qui finit par, et qui ne peut être vécu
que s'il est offert à quelqu'un d'autre. Parce que nous n'avons pas pris vraiment ce chemin boisé. Nous ne pouvons pas nous l'offrir, puisque nous savons très bien que nous ne l'avons pas pris. Mais nous pouvons faire croire cela à quelqu'un d'autre. Et cette offrande, eh bien, c'est la meilleure part de nous. Oui, c'est une très belle définition de l'imaginaire de l'écrivain. Je dirais que la meilleure traduction en allemand de l'imaginaire, c'est Vorstellungswelt, Vorstellungen, parce que c'est un terme un peu spécial, l'imaginaire en allemand, on n'a pas ça. On n'a pas l'imaginaire. Normalement, c'est pas usité comme terme. Et moi, j'aime beaucoup ce terme de l'imaginaire. Je dis aussi aux spectateurs et au public allemand que l'année dernière, il y a eu justement la traduction de je suis un écrivain japonais en allemand, ich bin ein japanischer Schriftsteller, où il y a aussi où il y a aussi le fond poétique. C'est justement le pèlerinage de Basho vers le pays du nord du Japon. Alors, peux vous aussi dire que même on peut voir Basho dans ce livre qui est aussi publié par l'édition Verlag Das Wunderhorn. Ce livre, c'était sur l'identité. Je suis un écrivain japonais. Ah ben, c'est moi qui le dis. Il y a un problème. Eh bien, pourquoi il y a un problème? C'est bizarre. C'est bizarre. Pourquoi je ne pourrais pas être un écrivain japonais? J'ai fait un livre qui s'appelle Autoportrait de Paris avec chat, et où l'on voit le narrateur, que les gens pensent toujours que le narrateur, c'est l'auteur, et avec des cheveux blonds. Alors, toute la critique, tous les gens, mais vous faites avec des cheveux blonds? J'ai dit, mais c'est bizarre quand même. Vous me voyez avec des cheveux blonds, vous vous étonnez, et puis il y a un chat qui est en train de boire du vin, ça ne vous étonne pas. Alors que je peux mettre du blond dans mes cheveux, c'est d'une banalité totale. Et pourquoi des banalités comme ça, dès qu'elles touchent les questions identitaires, étonnent, et alors que le personnage est assis avec un chat qui est en train de boire du vin. Et on trouve ça tout naturel. Moi, j'aurais tellement aimé que cette lecture du monde, de trouver naturel un chat en train de boire du vin, on pourrait le couvrir tout le monde avec, c'est-à-dire ne plus s'étonner des choses. Ne plus s'étonner, c'est extraordinaire. Si un chat boit du vin et on ne s'étonne pas, c'est magnifique. Alors donc on devrait continuer à être intelligent, si l'on peut dire. Et pour le livre, je suis un écrivain japonais, et bon, c'est un livre sur l'identité. Et je suis un écrivain japonais parce que j'avais envie de battre disons, Internet. Si vous allez sur Internet, vous cherchez des choses sur les écrivains japonais, c'est mon nom qui apparaît. Vous voyez, même au Japon. Et avant Mishima, écrivain japonais, c'est moi. Donc alors j'ai voulu, comme les gens font des fois, quand ils font une petite compagnie, ils appellent leur compagnie A pour apparaître dans les annuaires en premier parce que c'est A, la lettre A. J'ai dit, mais je vais faire un livre et puis tous les amateurs du Japon vont me connaître. Mais en même temps aussi, je suis un écrivain japonais. C'est une petite phrase que j'ai eue en tête comme ça, une fois. Et il y a un Japonais qui m'a dit, mais pourquoi vous dites que vous êtes un écrivain japonais alors que vous n'êtes pas un écrivain japonais? J'ai dit, vous allez me faire un procès? Parce que, est-ce qu'on peut faire un procès d'identité? C'est ça qui est. Et lui, il a écrit dans le livre une petite notule et dans un journal, une revue japonaise, qui dit qu'il y a un Noir à Montréal qui a écrit un livre et le titre, c'est « Je suis un écrivain japonais ». Et là, ça a embrasé la ville, le Japon. Il y a un gros chauffeur de camion qui a dit « Je suis une petite danseuse vietnamienne ». Et les gens, il y a un officier japonais, vous connaissez, on ne plaisante pas, il a dit « Je suis un soldat coréen ». C'est impensable. C'est impensable. Les mouvements sociaux sont brisés. Et tout le monde peut accorder. Mon éditeur m'a dit, bon, quand on va traduire, vous n'avez qu'à mettre, si c'est en suédois, je suis un écrivain suédois. Et si c'est en chinois, je suis un écrivain chinois. En allemand, je suis un écrivain allemand. C'est pas, oui, sous le titre, je suis un écrivain japonais. Donc, ça déclenche l'imagination. Et je crois même plus encore que projeter son imaginaire,
Ce qui est intéressant, c'est déclencher l'imaginaire de l'autre. Mais à la question grave, êtes-vous un écrivain? On me l'a demandé une fois. Haïtien, québécois, canadien, noir, noir américain, caraïbéen, noir caraïbéen, bon Dieu. J'ai dit, en fait, et c'est vrai dans ma tête, je viens du pays de mon lecteur. Tout écrivain vient du pays de son lecteur. Et c'est ce qu'on avait dit au tout début. Quand un Japonais me lit, je deviens japonais. C'est vrai, pour deux raisons. D'abord, le japonais me lit dans une langue que je ne connais pas, qui est sa langue. C'est-à-dire, si je suis assis à côté de lui, je ne saurai pas ce qui est dans le livre quand il le saura. Donc le livre est plus proche de lui que de moi. Ensuite, qu'un japonais puisse se lever un matin et vouloir lire un livre d'un écrivain d'origine haïtienne, québécois ou canadien, c'est un mouvement d'une telle subversion, une rupture avec la propagande qui lui dit de lire les écrivains japonais, on en parlait, ou sinon les écrivains classiques européens, pas parce que Voltaire est le plus grand écrivain ou Goethe est le plus grand écrivain. Ah mais non, pas du tout. C'est parce que les instituts français qui étaient autrefois 400 dans le monde ont vendu Voltaire sans cesse. Les institutions, les instituts Goethe ont vendu Goethe dans le monde entier. C'est pour ça que moi, en Haïti, je connais Goethe. C'est pas parce que je me lève un matin, Goethe est tellement grand que son nom traverse le monde entier et tombe dans l'oreille d'un enfant de 14 ans. Non, on me l'a vendu. C'est presque gratuit. Les livres de Voltaire, les livres de Goethe et la Bible, c'est presque, on vous met ça dans la gorge. Lisez, c'est bon, c'est grand. Lisez à genoux si vous pouvez. Mais c'est normal, à un moment donné, dès que j'ai de l'argent pour acheter un livre, j'achète le livre que je connais et j'oublie qu'on me l'avait mis dans la gorge et j'ai l'impression que Goethe fait partie de mon sang à l'intérieur, de mon ADN. C'est comme ça qu'on fait les classiques. Comme dans la peinture aussi, vous allez voir une exposition impressionniste, on ne vous dit pas que vous allez voir une exposition de peintres qui sont connus comme des impressionnistes. Votre maman ne vous dit pas une chose pareille. Elle vous dit vous allez voir les chefs-d'œuvre de l'impressionnisme. Mais pourquoi y aller, maman? Si c'est des chefs-d'œuvre, c'est bon qu'il y ait des chefs-d'œuvre. Non, ça veut dire que vous allez admirer. Vous n'avez rien à dire. Vous la fermez. Vous allez entendre un concert du divin Mozart. Mais je ne trouve pas qu'il soit si divin que ça. Il n'y a pas d'autre? Non, c'est le divin Mozart. C'est-à-dire que toute la culture est plaquée, statifiée, stratifiée, un bloc de granit. Et c'est fait, ma mère n'a jamais écouté Mozart, mais elle sait que c'est le divin Mozart et que vous devez écouter ça à genoux. Bon Dieu, quand est-ce qu'on va se lever? Et il y en a plein. L'Europe fournit le monde de cela. Et quand on arrive dans un aéroport à Paris, il y a toujours un type que vous avez connu comme ça qui vous fonce dessus. Ah, Dani, comment vas-tu? Tu arrives à Paris? Oui. Tu passes combien de jours? Ah ben, je passe 8 jours. Ah, il y a, au musée d'Orsay, une magnifique exposition des dessins d'Holbein. Et non, il faut absolument, tout à fait. Tu vas où? Je vais t'amener. Tout à fait, il faut y aller. Alors, naturellement, vous dites, c'est vrai, il faut que j'aille voir les dessins. Et vous dites à la fin, comme ça par hasard, vous l'avez vu? Non. Donc, il ne voit jamais les expositions où il vous envoie. Et au point que j'ai cru que toute la culture des grandes villes européennes était faite pour envoyer les gens qui viennent d'arriver dans les musées. Merci. Je voulais juste dire, sage ich jetzt dem deutschen Publikum, es gibt tatsächlich auch eine Ausstellung von Daniela Ferrier auf dem Römerplatz und wer sie noch nicht gesehen hat, sollte sie sich angucken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und schönen Tag noch. Tschüss. Merci.